BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà, deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Un grand merci d'être là, d'être fidèle à cette émission et d'être toujours aussi nombreux et de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous regarder. Franchement, merci de la part de toute l'équipe. Et personnellement aussi, je vous remercie. Anthony Morel est toujours là, journaliste à BFM Business que vous retrouvez le matin sur Good Morning Business et à la mi-journée sur RMC et RMC Story. Nous avons aussi Nicolas Guyot, rédacteur en chef de Clubic, l'un des meilleurs sites d'actualité tech en France, mesdames, messieurs. Pour cette deuxième partie, on va parler de ChatGPT. On a évoqué quand même les soucis de ChatGPT avec cette décision de la part d'Apple de choisir non pas ChatGPT pour le prochain Siri, mais Gemini. Mais malgré tout, ChatGPT ne se laisse pas faire et essaie d'innover dans plein de domaines. Vous savez qu'il y a des annonces ChatGPT régulières et ça reste néanmoins l'une des meilleures IA du moment. Oui. D'ailleurs, je le disais tout à l'heure, un Français sur 10 s'informe chaque semaine via ChatGPT. C'est quand même énorme. Et là, Anthony, tu voulais nous parler d'une fonctionnalité qui est arrivée, ou qui va arriver, je ne sais pas encore. Qui va arriver, en fait, elle est en phase de test pilote chez certains utilisateurs aux États-Unis. Donc, elle va se déployer ensuite progressivement. Eh bien, c'est le médecin ChatGPT. C'est ça, c'est ChatGPT Santé, ChatGPT Health, donc il y a une fonctionnalité qui a donc été annoncée il y a quelques jours et mise en phase de test parce que, en fait, l'IA aujourd'hui est utilisée massivement pour la santé. C'est en gros, ils sont partis d'un constat, qui est aujourd'hui, tu as 8% de la totalité des échanges sur ChatGPT, c'est des questions liées à la santé. Et il y a, alors il donnait ce chiffre qui est dingue, c'est 230 millions, 230 millions de personnes par semaine, qui parlent santé avec ChatGPT, qui s'en servent, alors, j'allais dire, dans le meilleur des cas, comme un suppléant du docteur, dans le pire des cas, comme un remplaçant du docteur, parce que ça pose aussi des problèmes, évidemment. Mais en gros, l'idée, c'est de créer à l'intérieur de ChatGPT un espace dédié, donc c'est un onglet dans vraiment l'application. Et donc, quand tu commences à parler de santé, tu vas être redirigé vers cet onglet et tu vas pouvoir à la fois donc, discuter de santé sans aller jusqu'au diagnostic, mais pour avoir des éléments d'explication, tu peux poser des questions, quand tu poses des questions de santé. Et tu vas pouvoir aussi, par exemple, y intégrer tous tes résultats d'analyse médicale. Moi, ce que je fais déjà dans ChatGPT aujourd'hui, tu vois, mais je le fais un peu à la barbare, tu vois, en mode, vas-y, analyse-moi ça. Les mecs en Californie, dis donc Anthony, mais quelle forme. Non, mais je dis ça en rigolant, mais c'est vrai que ChatGPT, il sait tout de moi, mais vraiment tout. D'autant qu'il faut quand même le dire, tu es un peu hypocondriaque. Mais totalement. Donc du coup, à chaque fois que j'ai un pet ou un truc, je lui pose 10 000 questions. Donc vraiment, je pense, tu sais, on disait... J'ai le qui me gratte, est-ce que j'ai un cancer? Mais tu sais, c'est pas loin de ça. Cher Anthony, tu sais, à la ligne, tout va bien. C'est pas parce que tu te grattes l'œil que tu as une maladie grave. Mais c'est pour ça, tu sais, quand je te disais tout à l'heure, moi j'aime bien ChatGPT parce qu'il te flatte, mais c'est un peu cette logique-là, c'est-à-dire que ChatGPT... Il te flatte ou il te rassure? Non, il te rassure, mais ça va dans le même sens, c'est-à-dire que quand tu lui poses une question, il est toujours hyper positif dans la façon de te répondre, et ce qui peut d'ailleurs poser problème, parce que dans le monde médical, il faut mieux avoir des réponses cash que des réponses forcément rassurantes. Alors ça dépend, il y a aussi un peu d'accompagnement quand même sur certaines... Absolument. Et alors j'insiste bien sur le fait, avant qu'on parle et qu'on entre dans le vif du sujet, mais ça remplace pas le médecin, évidemment, très très clairement. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir ces éléments d'explication. Moi, je trouve ça génial. Je te dis, quand tu vas faire un bilan sanguin aujourd'hui, tu sais, un bilan un peu complet, tu vas avoir, 50 marqueurs. Tu comprends un truc sur 10. Mais bien sûr. Et encore, et si tu as un truc qui est en gras, tu dis attends, pourquoi? Alors là, ça dépasse d'un dixième de point, c'est pas normal. Genre un truc très très grave. Et en fait, quand tu le donnes, moi j'ai déjà fait l'expérience à ChatGPT, il a tendance à vraiment rationaliser parce qu'il va prendre un indicateur qui dépasse un petit peu, mais il va le mettre en relation avec tous les autres résultats que toi, tu n'as pas du tout compris. Il va dire, mais non, parce que comme le reste du bilan est tout à fait normal, en fait, c'est complètement insignifiant. Donc, c'est hyper intéressant, je trouve, d'avoir cet outil-là. Donc, comme un médecin le ferait finalement en analysant tes résultats. On est sur une IA, c'est de la probabilité plus qu'autre chose. Et donc, il va prendre ton analyse et il va dire, selon toute probabilité, ça va être ça, avec toujours le risque d'hallucination. Donc, il faut quand même prendre ça avec des pincettes. Tout à fait. C'est ça, il y a le risque d'hallucination qui est embêtant. Voilà. Il y a ça, et puis le fait... Alors, ce qui est très malin, c'est d'avoir mis justement les données santé dans une partie séparée, dans un onglet à part. C'est qu'en fait, vous isolez les données. Ils vont vraiment les isoler. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous faites des conversations avec ChatGPT, de temps en temps, vous lui posez des questions, puis vous ouvrez une nouvelle conversation, et en fait, tout ça, ça communique.
il sait très bien ce que vous lui avez posé comme question dans une autre conversation. Et voilà, le but, c'est qu'il évite ce genre de problème et qu'il aille chercher une information que vous avez posée bien spécifique sur un sujet et qu'il pense que vous savez pas, je sais pas, mettons que tu poses la question, est-ce que c'est grave d'avoir un tel cancer? Et après, vous balancez les données vos données de santé juste après, il va croire que globalement vous avez un cancer. Donc, il faut faire très attention à ça. Ouais. Et justement, le but d'isoler tout ça, c'est vraiment pour que vous ayez un espace vraiment qui soit dédié à votre santé et qu'il n'y ait pas de... Mais est-ce que les gens vont s'en servir, tu vois? Parce que souvent, Oui. non, mais je veux dire par là, les gens, en fait, ils regardent pas les onglets. Ils vont peut-être Alors, je toujours crois que- continuer à poser des questions santé Ouais. dans le fil global général De en ce- fait de ChatGPT. De ce que j'ai compris, en fait, quand tu commenceras à discuter santé, il te proposera en Ah. fait, d'aller dans cet espace dédié. Ok, d'accord. Donc du coup, Donc, tu ça seras- se tu fera de seras, manière un peu naturelle, où il t'expliquera ce que disait très justement Nico. Tu vas aller dans un espace où les données sont chiffrées, qui va être vraiment à part, où tu peux même ajouter un système de double authentification de telle manière que si, je sais pas, soit on te pirate ton compte, ou soit tu partages ton compte avec quelqu'un d'autre, tu auras cet aspect-là qui sera complètement protégé et personne d'autre n'y aura accès. Donc tu as ce côté un peu, tu vois... espace un peu secret dans lequel tu vas pouvoir te confier de manière un petit peu plus précise, sachant qu'ils insistent bien sur le fait que c'est un outil qui ne fera pas de diagnostic. Mais enfin, moi je pense que les gens vont quand même s'en servir comme ça, parce que quand Oui. tu lui demandes un diagnostic aujourd'hui, il te fait un diagnostic. Bien sûr, bien sûr. Après, il se mouille pas, il dit, bon voilà, je suis pas un vrai toubib, mais ça va Bah, ça va être à ça. la fin, il donne un diagnostic qui dit, mais Bon. évidemment, Ouais. il faut aller voir votre médecin, Bien sûr. patati Voilà. patata, etc. Mais- Alors, etc. ce qui est assez intéressant, c'est que cet espace, il va pouvoir être relié à vos applis de suite de santé ou applis sportives, etc. Donc, en Ok. fait, Ah oui, il donc va il avoir pourra accès, monitorer. ouais, enfin, il va avoir accès à vos données, si vous avez une montre connectée ou si vous avez un... D'accord. Il pourra l'appli interpréter ces données aussi. Ouais, ça pourra Pas mal. l'aider à faire effectivement des... Tu connectes ça à tout l'écosystème WeThings, à ton Apple Santé, etc. Tu vas pouvoir quand même avoir... Encore une fois, il sait vraiment énormément de choses sur toi, pour le coup. Et il va pouvoir repérer peut-être des signaux faibles. On Mm. parlait du diagnostic, mais sur les études qui ont été publiées dans des revues scientifiques, où on a fait... comparer, on va dire, les performances de médecins humains avec ChatGPT où on donne des cas complexes un peu à l'aveugle et on dit voilà, alors là, vous pensez qu'il a quoi ce patient-là? Eh bien, l'IA a des résultats qui sont infiniment supérieurs à ceux des médecins humains aujourd'hui. Ça, c'est la réalité. Alors, je ne dis pas, encore une fois, on ne va pas remplacer les médecins humains par ça, mais je veux dire, le risque d'hallucination, il existe. Il y a eu des cas qui ont été très médiatisés. Un gars, par exemple, qui avait consulté ChatGPT, qui disait « Ah bah oui, j'ai des problèmes de déglutition, j'arrive pas à avaler certains aliments. » ChatGPT qui lui dit « Non, non, t'inquiète pas, c'est rien. » Et en fait, il avait un cancer de l'œsophage à stade avancé. Waouh. Donc là, évidemment, tu te dis « Bah ouais, il serait allé voir le médecin. Probablement qu'il aurait été dépisté beaucoup plus tôt et qu'il n'aurait pas eu... » Alors, c'est un cas, mais quand tu regardes la big picture, hein, comme on dit, si tu dézoomes un petit peu, c'est comme pour les voitures autonomes, tu vois, on va focaliser sur l'accident de la voiture autonome, mais si tu dézoomes, tu vois qu'en fait, il y a beaucoup moins d'accidents avec les voitures autonomes. Bah là, c'est un peu la même chose. Tu vas quand même, je pense que c'est un outil de prévention qui va être extraordinaire. Parce que là, tu disais effectivement que là, ChatGPT s'était planté sur le diagnostic de ce monsieur. Il y a d'autres, on va dire, histoires qui sont l'inverse. C'est-à-dire où ChatGPT a détecté des diagnostics que les médecins n'arrivaient pas à détecter parce que, alors je sais pas, soit il le fait froidement, soit il arrive à récupérer toutes les données et il a un recul qui fait qu'il arrive à avoir des choses que les médecins n'arrivent pas à voir. Et puis surtout, on a accès à des statistiques que n'ont pas nos médecins. Un médecin de campagne, tu as un patient qui passe, qui te voit, qui dit j'ai un problème, etc. Et tout. Ouais, c'est pas tout le temps ton médecin qui est le médecin qui est au top du top du top du top. Là, tu as quand même un assistant qui t'aide, qui a accès à des données Oui, bien sûr. que n'a pas ton médecin traitant, parce que globalement... Et puis des données mondiales. Voilà, Donc, des données ça veut dire- mondiales à grande échelle, etc. Et on avait une lectrice sur l'annonce de ChatGPT Santé qui, en commentaire, nous disait bah, moi, j'ai résolu pas mal de problèmes de santé avec ChatGPT. Alors, effectivement, ça ne remplace pas le Toubib, mais elle expliquait, Ouais, et c'est incroyable. ouais, Tu lis son commentaire, tu dis c'est hallucinant. ah ouais, en fait, tu vois, elle a trouvé, elle avait des petits pépins au quotidien. Et ben, en fait, ChatGPT lui a donné des pistes, elle les a suivies, elle a dit ça mange pas de pain, hein, parce que j'avais un peu tout essayé. Et écoute. Moi, je m'en suis servi plein de fois sur des blessures de course à pied, par exemple. Et c'est vrai qu'à chaque fois, moi, ça ne m'empêche pas d'aller voir le médecin aussi.
Mais globalement, le diagnostic du médecin corroborait ce que m'avait déjà dit Ok. l'intelligence artificielle. Tu vois, en tout cas, ce que disait l'IA était vraiment pas déconnant. C'était Si ça très- peut désengorger les urgences, par exemple, tu Ouais. vois, si ça peut permettre aux médecins de passer plus de temps avec des problèmes peut-être un petit peu plus sérieux, Ah bah, ça serait- ça serait bien, Bien en sûr. fait. Tu vois. Il faut que ce soit en complément un outil peut-être qui désengorge Et moi, le système c'est un médical, assistant. notamment français, C'est qui un est assistant. complètement saturé, tu vois. C'est un assistant aussi bien pour nous que pour les professionnels, à mon Ouais, avis. bien sûr. Après, Non, voilà. Mais il y a Après, des est-ce médecins que- qui est-ce se que servent c'est- de ChatGPT. est-ce hein. que c'est heureusement, est-ce que c'est devraient se servir de ChatGPT ChatGPT, Est-ce ouais. qu'à terme, ce sera ChatGPT et ce sera Il ne pas faut une pas que ça les IA? influe négativement Voilà. aussi. Non, c'est ça. Après, le problème pour les médecins, je pense, ça va être le truc de la perte d'autorité. C'est-à-dire, tu avais déjà les patients qui venaient en disant j'ai vu sur Internet Ouais. que, là, c'est ChatGPT m'a dit que. Vous êtes sûr que vous avez raison et Voilà. que c'est pas ChatGPT? Ça, je pense que Ouais. ça va être très frustrant pour les Ouais, médecins. c'est vrai. Mais va falloir. Et ça qu'ils ça acceptent permet cette aussi acceptation. d'aider à préparer les rendez-vous dans le temps quand tu vas aller voir, quand tu vas préparer les rendez-vous quand tu vas voir ton toubib. Ça permet aussi, tu vois, Ouais. tu peux dire, bah voilà, j'ai regardé sur mon chat GPT, il m'a dit, bah voilà, j'ai tel point qu'il faudrait vérifier. Autre chose, c'est un suivi dans le temps aussi. Ton espace, tu mets tes analyses, tu mets plein de choses, etc. Il va pouvoir suivre, en fait, l'évolution de ta santé dans le temps. Et ça, c'est important parce que souvent, il y a des petits signaux, des petits marqueurs qu'on ne voit pas, nous, au quotidien, mais que les analyses peuvent détecter, aussi bien soit des analyses médicales que des analyses de suivi de santé, quoi, des données, Ouais. de la data, parce que vous avez une montre connectée, vous avez votre téléphone, je sais pas, une fonction santé. Ouais. Voilà, tout ça, c'est génial parce Ouais. que ça permet, en fait, on se nourrit de cette donnée. Et cette donnée, en fait, elle permet, d'un point de vue santé, de pouvoir diagnostiquer ou peut-être résoudre des problèmes de santé avant que ce soit trop tard. Et puis il y a vraiment un sujet de compréhension, je pense, de la santé. Et c'est marrant parce que c'était un des sujets aussi au CES de Las Vegas. Je voyais une start-up qui est un peu différente, hein, qui s'appelle Avatar, qui est une boîte française. Et eux, le truc qu'ils ont mis au point, c'est un outil qui permet à partir de. Tu sais, tu leur apportes un IRM ou une. En gros, quand tu lis un IRM, toi, tu comprends rien, évidemment. À ce qui est à l'image, ça te dit rien. Et en fait, ils ont créé un outil avec un écran autostéréoscopique, donc 3D sans lunettes, qui va te créer une sorte de presque d'hologramme ou Ouais. de vision en 3D. Et pour que tu comprennes, tu vois, vraiment avec un truc hyper simplifié. Et en fait, le cabinet de médecin du futur, ce sera ça. C'est l'idée que le patient, il soit plus à la ramasse. Tu as le sachant, le médecin, Ouais. qui a tout le savoir, Bien et puis sûr. le patient Et le patient qui subit. qui Ouais. subit. Voilà, exactement. Et là, en fait, tu vas avoir une compréhension parce que tu as l'image devant Bien toi, sûr. on te fait comprendre comment ça fonctionne, tu as une IA qui est reliée et qui va t'expliquer de manière extrêmement simple, pour un être humain qui n'a pas fait d'études de médecine, ce que tu as et comment va se passer la procédure si tu dois subir une opération, etc. Ça, pour moi, c'est la santé du futur. C'est la santé où le patient est au centre et où il va avoir en fait tous les éléments pour bien comprendre et il va pas y avoir juste le sachant et la personne qui subit, comme tu le disais. Passionnant. Vivement que ça arrive en France. On aura l'occasion de le tester, bien évidemment. Je pense qu'Anthony le testera à peu près 18 fois par jour. Je vous tiendrai au courant, ouais, ça c'est clair. Tiens, on parle de santé. Si on parlait de la santé du marché du PC, parce qu'en 2025, Nico, les PC, ça a été la fiesta. La fiesta totale, la grosse Tous santé. les constructeurs ont fait... On est à plus 10% à peu près en part de marché sur les 3 derniers mois et sur l'année à 8%. En fait, on n'a jamais vu ça depuis la pandémie, quoi. Voilà. Ouais. Depuis la pandémie, là, ça reparti. Là, les gens vendent les marques vendent des PC. Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. C'est pas parce que globalement, on s'est tous réveillés à la fin de l'année dernière en disant ah tiens, je vais changer le PC. Non, c'est qu'en fait, il y a eu déjà l'effet Windows 10. Windows 10, la fin du support, donc ça a créé en fait un besoin de renouvellement, notamment pour les entreprises qui ont acheté énormément de PC sur la fin de l'année. Oui, Vraiment parce que abusé, ça, hein. rappelons-le, Windows 11 nécessitait d'avoir un PC récent avec une puce Voilà, spécifique du matériel spécifique pour pouvoir tourner. qui était disponible que sur les PC récents. Voilà, Autrement, on voilà. ne pouvait pas installer Voilà. Windows 11. Donc, Voilà, en fait, les gens se sont retrouvés menottés, quoi. Tu étais obligé de changer de PC si tu voulais installer Windows 11. Ou alors, tu Voilà. avais la fameuse mise à jour gratuite pendant un an, puis payante ensuite. Ouais, c'est clair. Et voilà, et il y a eu aussi un double effet qui se coule. T'as comment ça s'appelle, le problème de la mémoire vive là, qui commence on en parle sur le plateau depuis plusieurs mois. En fait, le prix de la mémoire vive est en train de gonfler parce que justement, comme on n'arrête pas de parler d'IA et que globalement, vous utilisez tous de l'IA au quotidien, tout ça, il faut alimenter avec des bécanes et les bécanes ont besoin de mémoire vive pour tourner. Donc voilà. Donc en fait, ce qu'ont fait les grands fabricants, les grands éditeurs d'intelligence artificielle qui se fournissent en matos chez les grands fabricants de PC, notamment de serveurs, ils ont fait du stock. Et en fait, le stock, quand on fait du stock, le prix, la mémoire augmente. Et donc voilà. Donc en fait, les gens ont anticipé en fait le prix de cette Ok. mémoire, la Ah oui, hausse de cette d'accord. mémoire. Donc à la vive. fin de l'année, les gens avaient
ont entendu dire qu'en Que 2026, le prix des PC Ouais. allait exploser, donc ils ont acheté les PC Et- avant qu'il voilà. y ait cette Alors, augmentation de voilà. tarifs. Et quand je dis augmentation du PC, c'est vrai, du prix des PC, ça va vraiment augmenter. Parce que là, on parle de la mémoire vive, elle gonfle. Et le problème, c'est qu'il n'y a que la mémoire vive. Il y a la mémoire vidéo pour les cartes graphiques, il y a le stockage, les puces de mémoire sur le stockage SSD, mémoire flash. Donc en fait, il y a une très belle année 2025, mais avec la peur que 2026 se transforme en cata absolue, quoi. Ah ouais. Non, voilà. C'est donc quoi l'augmentation anticipée des prix, tu sais à peu près Alors ça, au CES, vous avez vu que globalement, il y a eu beaucoup d'annonces de PC portables, mais sur les prix, on n'a pas eu, parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces, parce qu'il y a eu les nouveaux processeurs de Qualcomm, il y a eu Intel qui a sorti Panther Lake, et donc voilà, donc nous on a traité énormément de news avec les nouvelles gammes, etc., mais pas de prix. En fait, ils sont pas fous parce qu'en fait, le marché est tellement volatile, Ouais, c'est dur de se projeter. c'est compliqué de mettre des prix. Alors moi, j'avais posé la question au patron au patron France de Samsung, qui me disait que ils anticipaient une hausse du prix des télévisions de 10% en 2026 à cause de l'augmentation du prix de la mémoire vive. Parce que, évidemment, la mémoire vive, Il y en a il y en a dans les PC, mais il y en a dans les smartphones, il y en a dans les télés, etc. Et aujourd'hui, vous prenez un Android TV, par exemple, il est de plus en plus gourmand en mémoire vive, donc les constructeurs de télé vont mettre plus de mémoire vive. Et donc, la conséquence, c'est qu'une télé qui coûtait 700 balles, 800 balles en 2025, elle coûtera 800 ou 900 euros. Elle aura. C'est pas neutre. Hein. C'est pas neutre. Vraiment, c'est vraiment pas neutre. Alors, il y a d'autres stratégies. Il y en a qui aussi commencent à prévoir de brider en fait, le matos de 2026 en mettant moins de mémoire vive. Ouais, mais bon. Vous aurez un matériel un peu castré. Et voilà, il va falloir choisir. En général, quand tu vois à la baisse la mémoire vive, c'est pas bon signe. Hein. Sur ton Windows, tu as intérêt à avoir de la mémoire vive parce qu'autrement, ça galère quand même. Hein, donc, oui, mais tu vois, comme jusqu'ici, en fait, la mémoire vive coûtait. Quand tout va bien dans l'informatique, la mémoire vive, généralement, ça coûte rien. Donc, en fait, on avait des configurations avec 32 gigas, voire plus. Et là, on va repasser à 16 gigas. Ça va aller, il faut juste faire un peu d'optimisation software. Oui, bien sûr. Voilà. Et je pense non, mais 16 gigas, ça va, mais 8, ça commence à être juste. 8, c'est juste. Il faut rappeler qu'il y a 3 fabricants de mémoire vive dans le monde et qu'il y en a un qui a renoncé Qui a renoncé avant de la mémoire au grand public. C'est beaucoup plus intéressant. Tu parlais de l'IA, mais c'est beaucoup plus intéressant parce qu'en plus, c'est des modèles beaucoup plus sophistiqués et qui vendent beaucoup plus cher. Donc, c'est plus intéressant pour eux de vendre à OpenAI que de vendre à Dell ou à Samsung. Et il y a même des analystes qui prévoient que les petits fabricants qui aient du mal à passer 2026. Hein. Ça pourrait faire des victimes sur le Mais sur le les marché. petits fabricants, c'est qui? Des petits fabricants de PC qui ont plutôt des assembleurs à ce moment-là? Ouais, des assembleurs, ouais. Okay. Des assembleurs, et même peut-être des fabricants qui sont là, qui vivotent. Ça va être compliqué pour eux, quoi. Ça va être compliqué pour eux, pour le grand public. Parce qu'après, pour le business, en fait, de toute façon, les entreprises, elles seront un peu moins. Ça sera moins un problème pour elles, parce que ça fait partie d'un outil, c'est amorti sur plusieurs années. Voilà, ils vont pas lésiner sur le matériel informatique. Alors, ce qui est amusant, c'est que dans Club Geek, vous avez détecté un gars un peu particulier qui, lui, recycle la mémoire des vieux PC. Alors non, c'est un modeur, en fait, un modeur russe. Ça, c'est vraiment une news. Il n'y a que vous pour aller chercher un truc comme ça. Mais ça, c'est un truc extraordinaire. Moi, j'ai rigolé quand j'ai vu cette news. En fait, il a acheté comme les prix des barrettes coûtent super cher, de mémoire pour les PC, donc le gars c'est un gamer, hein, donc voilà, il a acheté des barrettes de mémoire vive pour portable qui sont moins chères, parce que moins recherchées pour les serveurs, etc. Il a dessoudé les puces de RAM, il a commandé en Chine les barrettes qui rendent compatibles avec, les barrettes sur lesquelles avec son ordi, sur lesquelles on soude les puces de mémoire vive. Ouais. Il a fait le truc. Et il a fait ses propres barrettes de mémoire vive. Voilà. Alors attention, hein, le truc, c'est vraiment un truc de geek. Hein. Il faut avoir des capacités. Vous pouvez pas faire ça chez vous. Tu te vois avec ton fer à souder c'est plus que le week-end, Anthony. Oui, c'est ça. Je m'imaginais faire ça avec mes deux mains gauches là. Je suis pas sûr. Déjà que. Ah non, mais c'est la soudure de précision. Hein. Donc en fait, moi, soudure de précision, c'est deux mots qui sont complètement étrangers à mon vocabulaire. Alors, ça, c'est la première difficulté, c'est souder sur une nouvelle barrette de mémoire. Et puis surtout, sur le circuit imprimé, donc c'est ça qu'il a commandé en Chine, un circuit imprimé. Il a soudé. Après, il faut
Bon, il faut mettre un dissipateur, ça se trouve, c'est plutôt facile. Ah bah oui, bien sûr, un petit dissipateur thermique pour éviter que ça chauffe trop. MacGyver, quoi, le mec. Voilà. C'est ça. Non, mais c'est surtout, c'est comment tu fais reconnaître ta barrette de mémoire vive à ta carte mère. Donc là, il faut un firmware. Il faut flasher un firmware. Et donc, en fait, il a trouvé un firmware qui fonctionnait, qui était compatible. Oh là là. Il a injecté le firmware dans le circuit imprimé de ces barrettes de DDR5. Ça va être sympa les conversations avec ce mec. Il doit être intéressant, franchement. En tout cas, il est très ingénieux. C'est Ah ouais, ça, vraiment. c'est super. mais le ingénieux. gars, Moi, j'aimerais bien, tu vois, avoir tout le temps son fer à souder, tu sais. J'aime bien moi les gens qui think out of the box là, comme disent les Américains. Ah, mais là- Moi jamais tu vois je pourrais penser à des trucs comme ça et Non, mais ce qui imaginer est faire génial, ça. quoi. c'est génial. vous vous rappelez, en fait, c'est l'informatique, les ordinateurs, c'est comme des bagnoles, en fait. Ouais, En fait, si vous êtes bricoleur, tu peux tout vous pouvez faire démonter. plein de Je suis choses. pas bien mécano sûr, non plus. bien hein, sûr. donc, Vous pouvez... Bah ouais, mais voilà, non, mais il y en a qui sont doués pour la mécanique, d'autres qui sont doués pour bien l'informatique, sûr, mais c'est la même chose. Vous pouvez tout démonter, hein. Tout se démonte aujourd'hui, et en électronique, on peut en faire énormément de choses. Et le gars, il a, au lieu de payer $800 sa barrette de, je sais plus combien il faisait, il voulait, je crois que c'était 32 gigas, et ben ça lui a coûté 200 balles. Ouais, bah, bravo. Non, Bravo à lui. franchement, Voilà, non, bravo à lui. je n'essaierai pas de l'imiter, mais c'est cool. Ouais. Bravo. Bah ouais. Eh, non, Nico, mais, toi, ça te tente, hein. Toi, tu pourrais y aller, hein. Non, Tu je pourrais souder- aller un petit sur peu la sur soudure, ces terrains. Je pourrais flasher la Ouais, barrette, ouais, pas il aime bien aller et- sur les trucs un peu, tu vois, un peu Non mais compliqués. ça c'est sympa parce qu'en fait ça montre qu'il y a quand même du système D, il y a du génie. du Oui, génie bien humain. sûr. Et le gars il est en Russie, hein. C'est même pas un gars qui a accès à Ah ouais. tout ce qu'on a, tu vois. Oui, Donc, oui, en bien fait, sûr. il a Donc c'est vrai que ça doit être encore plus compliqué là-bas de trouver des pièces détachées. les circuits imprimés, il les a commandés en Chine, donc ça va. Chine-Russie, ça marche très bien Ouais, tout ça seul. va. Mais par contre, effectivement, quoi, voilà, sur certains composants, Ouais. c'est compliqué. Mais c'est les gars, c'est les rois de la débrouille, hein, ces gars-là. Très fort. C'est les mêmes qui démontent des machines à laver pour faire des missiles en Russie, pareil. Hein, ils font ça hein, pour récupérer les composants électroniques et voilà. Très fort. Ouais. C'est- Bon, laissez tranquille ma machine à laver. J'en ai vraiment besoin en ce moment. Ouais. Merci à tous les deux. Merci Anthony. Merci François. Anthony Morel et Nicolas Guyot, rédacteur en chef de Clubic. Ce de quoi je me mêle est terminé. Les amis, on va se retrouver dans un instant pour un petit module bonus avec une découverte au CES qu'a faite pour nous Anthony Morel. C'est un rapport avec le cerveau. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et puis, pour tous ceux qui n'écoutent pas le podcast audio, ce rendez-vous est terminé. On sera là, bien sûr, la semaine prochaine sur BFM Business et dès le vendredi midi sur la chaîne YouTube de Tech & Co. Portez-vous bien, bon week-end et à très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.